Après 13 ans de guerre civile, commencée en juillet 2011, les milices d'opposition syriennes ont vu une opportunité d'affaiblir l'emprise du président Bachar el-Assad sur le pouvoir. Environ 6 mois après avoir mis ce plan en œuvre, un groupe rebelle connu sous le nom d'HTS a obtenu des armes comme les drones TB2, les véhicules de combat blindés Kurpi et d'autres équipements militaires provenant de la Turquie. Forts de ce soutien, ils ont osé mener des frappes audacieuses contre Alep et Damas. Cependant, comme souvent au Moyen-Orient, la situation est compliquée par la présence de plus de 10 groupes rebelles qui s'affrontent également entre eux, comme l'État islamique, connu sous le nom de Daesh. Toujours actif, ce dernier continue de chercher des opportunités pour reconquérir du territoire. C'est dans ce contexte que l'armée des États-Unis, soutenant les Kurdes syriens, a intensifié ses opérations contre les zones contrôlées par l'État islamique, utilisant des appareils comme le Boeing B-52 Stratofortre, le McDonnell Douglas F-15 Eagle, et LA-10 Thunderbolt, atteignant près de 75 frappes en une seule journée. Nous explorerons également en détail comment Bachar el-Assad a tenté de fuir la Syrie, en examinant la chronologie des événements et les circonstances qui ont conduit son avion à perdre de l'altitude au-dessus de la mer Méditerranée. Tous ces aspects seront abordés dans la vidéo à venir. Pourquoi Bachar el-Assad a-t-il perdu face aux rebelles? Plusieurs scénarios clés expliquent pourquoi Assad se retrouve dans cette situation précaire. Ces scénarios impliquent ses puissants alliés la Russie, Israël, l'Iran et le Hezbollah ainsi que des dynamiques complexes qui s'étendent au-delà des frontières syriennes. Dès le début du conflit syrien, aucun groupe n'a agi isolément. Des puissances extérieures et internationales ont été profondément impliquées, offrant un soutien militaire, financier et logistique. Les frappes aériennes à Idlib, par exemple, ont été principalement menées par des avions russes, y compris des modèles avancés tels que les MiG-29 et les Sukhoi. La Russie, sous Vladimir Poutine, est un allié de longue date d'Assad, lui fournissant un soutien aérien crucial et un appui diplomatique. De même, l'Iran et son groupe proxy au Liban, le Hezbollah, ont joué des rôles significatifs en renforçant les forces d'Assad. Le Hezbollah a fourni des combattants et des ressources militaires pendant des années, renversant souvent la situation dans des batailles clés. Cependant, Bachar el-Assad fait face à des défis, même avec le soutien de ses alliés. Dans le premier scénario, le Hezbollah, la force armée non étatique la plus puissante, vient de conclure un cessez-le-feu fragile avec Israël après plus d'une année de combats intenses, ce qui a gravement affaibli ses capacités militaires. Ce cessez-le-feu a coïncidé avec une attaque de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, sur Alep, rendant le Hezbollah incapable ou peu disposé à détourner des forces pour aider Assad. Selon les rapports, le Hezbollah n'a actuellement aucun plan pour redéployer ses combattants en Syrie, signalant une réduction significative de son implication. Dans le deuxième scénario, l'attention divisée de l'Iran constitue un autre défi critique. Bien que des milices iraniennes aient traversé la frontière depuis l'Irak pour aider Assad, l'Iran lui-même est embourbé dans son propre conflit avec Israël, ce qui limite l'étendue du soutien qu'il peut offrir à Assad, le laissant avec moins d'options fiables. Enfin, dans le troisième scénario, l'engagement réduit de la Russie est particulièrement notable. Pendant le pic de la guerre syrienne, la puissance aérienne russe était essentielle pour assurer les victoires d'Assad contre les forces rebelles, consolidant non seulement la position d'Assad mais aussi l'influence stratégique de Moscou au Moyen-Orient, avec des bases aériennes et le seul port naval russe en Méditerranée. Cependant, les circonstances ont changé. La Russie est profondément impliquée dans sa propre guerre en Ukraine depuis près de 3 ans, détournant une grande partie de son attention militaire, y compris ses forces terrestres et aériennes. Ce détournement a été évident dans la réponse tardive de la Russie à l'attaque récente d'Alep. De plus, des rapports indiquent que Moscou a retiré certains navires de ses bases navales syriennes, signalant une diminution de son engagement global en Syrie. Cette diminution de soutien a laissé Assad vulnérable, créant une opportunité pour des groupes comme HTS de gagner du terrain. HTS a réalisé des avancées rapides et spectaculaires, surprenant même ses propres membres par leur succès. Leurs stratégies offensives, initialement destinées à leur survie, se sont transformées en une poussée calculée pour s'emparer de territoires clés tels qu'Alep et Hama. Ces succès ont insufflé un nouvel élan aux rebelles. La capture de Hama est particulièrement significative, marquant la première fois que la ville échappe au contrôle du gouvernement depuis le début de la guerre en 2011.
Ce développement constitue une menace existentielle pour le régime d'Assad, soulignant sa fragilité face à un soutien externe décroissant. Enfin, la Turquie, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, ajoute une couche supplémentaire de complexité. L'implication de la Turquie en Syrie a évolué, Erdogan utilisant stratégiquement les combats pour faire avancer les intérêts de son pays. Parallèlement, les Kurdes syriens, qui contrôlent une portion significative du territoire syrien avec le soutien de l'armée américaine, ont rendu presque impossible pour les forces gouvernementales syriennes de franchir leur ligne défensive. Avec un soutien limité de ses alliés traditionnels et une pression croissante de la part des forces d'opposition, le régime de Bachar el-Assad navigue désormais en territoire inconnu. La prochaine phase du conflit sera probablement déterminée autant par les dynamiques internes en Syrie que par les développements dans la région au sens large. Pour conclure, analysons les données afin de déterminer si l'avion de Bachar el-Assad s'est effectivement écrasé ou non. Le dimanche 8 novembre 2024, Bachar el-Assad a quitté Damas à bord d'un avion cargo syrien Ilyushin 76T, un appareil fabriqué en Russie. L'avion a décollé de l'aéroport de Damas à 3h59, heure locale, 1h59 GMT, avec une destination non divulguée. 2 officiers supérieurs anonymes de l'armée syrienne ont déclaré que Bachar el-Assad avait embarqué dans l'avion tôt dimanche à l'aéroport de Damas. Initialement, l'appareil a volé en direction de la côte méditerranéenne, une région considérée comme un bastion de la secte alaouite à laquelle appartient Bachar el-Assad. Cette région abrite également 2 importantes bases militaires russes, la base aérienne de Mimim et la base navale de Tartou. Cependant, après avoir survolé Homs, l'avion a brusquement changé de trajectoire, effectuant un demi-tour et se dirigeant vers l'est tout en perdant simultanément de l'altitude. Le signal de l'avion a été perdu vers 4h39, soit 2h39 GMT, alors qu'il se trouvait à environ 13 km, soit 8 miles, à l'ouest de Homs, volant à une altitude de seulement 1625 pieds, ce qui correspond à environ 495 mètres. Pourquoi l'avion a-t-il perdu de l'altitude ? L'appareil, selon les rapports, était ancien et équipé d'un transpondeur obsolète, ce qui aurait pu entraîner des données incomplètes ou inexactes. En outre, il volait dans une région connue pour le brouillage GPS, qui pourrait avoir affecté la précision du signal. De plus, le tracker de vol n'avait pas connaissance d'aéroport à proximité de l'endroit où le signal a été perdu. Malgré cela, l'avion de Bachar el-Assad a atterri en toute sécurité en Russie, mettant fin aux rumeurs et aux théories du complot sur un éventuel crash. Pour simplifier cette guerre civile complexe, traçons une ligne et divisons les camps. D'un côté, l'Iran, la Russie et le Hezbollah soutiennent le régime de Bachar el-Assad. De l'autre côté, le gouvernement américain soutient les Kurdes. Juste en dessous, un autre groupe comprenant la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar soutient les groupes rebelles. Ensuite, il y a l'État islamique, Daesh, contre lequel tout le monde semble se battre. Cependant, la Turquie combat également les Kurdes, ce qui crée un scénario très confus. Pour fournir une image plus claire du conflit syrien complexe et fragmenté, il est crucial de comprendre le contrôle territorial des principaux acteurs sur le terrain. 4 factions principales dominent différentes zones du pays, chacune soutenue par des puissances extérieures et des idéologies variées. Les forces gouvernementales syriennes, marquées en rouge sur de nombreuses cartes de conflit, représentent l'appareil militaire principal du régime de Bachar el-Assad. Ces forces sont soutenues par les Forces de défense nationale, un groupe paramilitaire pro-gouvernemental. Le régime Assad bénéficie également d'un soutien significatif de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, dont les efforts combinés ont fortifié et soutenu son contrôle sur de vastes portions du territoire, notamment dans le centre et l'ouest de la Syrie. Les forces démocratiques syriennes, FDS, représentées en jaune, sont composées en grande partie de combattants kurdes. Ce groupe, soutenu par les États-Unis, contrôle une grande partie de l'est de la Syrie, y compris des zones riches en réserves pétrolières. Les FDS ont joué un rôle crucial dans la lutte contre Daesh et continuent de gérer les régions sous leur contrôle avec le soutien de leurs alliés internationaux. Les factions rebelles alliées de la SGS opèrent principalement dans le nord-ouest. Le HES, une évolution du Front al-Nosra, autrefois aligné sur Al-Qaïda jusqu'à la rupture en 2016, reste une force dominante dans cette région. Malgré des divisions internes, le HES maintient une influence significative sur les territoires qu'il contrôle. Au nord,
les forces rebelles soutenues par la Turquie, y compris l'armée nationale syrienne, tiennent leur position le long de la frontière turque. La Turquie soutient ces groupes dans le cadre de sa stratégie plus large visant à contrer l'influence kurde et à établir une zone tampon. Ces zones, souvent marquées par différentes nuances de vert, reflètent l'implication active de la Turquie dans le conflit syrien. Parallèlement, des zones dominées par l'État islamique ou Daesh subsistent dans certaines régions désertiques isolées, rappelant de manière frappante que la menace du groupe n'a pas été entièrement éradiquée. Enfin, dans le sud, des groupes rebelles supplémentaires maintiennent une présence, et le plateau du Golan ajoute une couche supplémentaire de complexité. Israël revendique la souveraineté sur ce territoire, citant sa capture lors de la guerre des 6 jours de 1967, tandis que les nations arabes et la communauté internationale plus large le considèrent souvent comme un territoire occupé. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour saisir les subtilités de la guerre civile syrienne. En tant que chaîne axée sur l'ingénierie, nous avons également exploré les secrets de ce bombardier furtif, alors consultez nos autres contenus et abonnez-vous pour ne rien manquer.